Salut. 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 Est-ce que tu as lu La petite fabrique du spectateur d'Emmanuel Etis? Oui, je l'ai lu, j'ai trop aimé. Et t'en as pensé quoi? Bah, je sais pas. Ah. C'est pour ça que je te demande. Ah ok, tu l'as pas Je lu. l'ai pas lu. Je suis pas résumée. Ok. Bah commençons par le début. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment Emmanuel Etis qui l'a écrit. Enfin, il n'est pas tout seul. Il est maître d'œuvre de ce petit livre, qui en fait n'est même pas un livre à la base. Rien ne va. Ok. Et en fait, Emmanuel Etis est un alien. Voilà. Et ce n'est pas un livre, mais une plaquette de chocolat que nous allons déguster aujourd'hui. En version ASMR, évidemment. Plaisir. Non, Emmanuel Etis est bel et bien chercheur. Il est né en 1964 et il est professeur en sciences de l'information et de la communication au CNAM, donc au Conservatoire national des arts et métiers. Et il est spécialiste dans l'art de... Enfin, dans l'art, n'importe quoi. Dans la sociologie de la réception, du cinéma notamment. Et il a étudié des grands festivals, donc Cannes et Avignon. Ce qui tombe bien, parce que La petite fabrique du spectateur, son sous-titre, c'est Être et devenir festivalier à Cannes et à Avignon. Voilà. Ah ouais? Cool. Et petite dédicace, il était, à l'époque où le livre a été publié, directeur de l'université dans laquelle nous sommes étudiantes aujourd'hui. Avignon? C'est beau. Incroyable. Et pourquoi il est parti? Bon, parce qu'il y avait d'autres choses à faire. C'est vrai que le CNAM, ça claque un peu plus que l'université d'Avignon. Même si... Après, oui. Et puis, une fois que t'es directeur, t'as forcément des attentes, je pense, mais t'as forcément envie d'aller plus loin aussi. Donc voilà, il est parti. Mais donc il a fait cette recherche en collaboration avec plusieurs personnes. On va tous les énoncer maintenant. C'est parti. Jean-Louis Fabiani, Damien Malinas, Jean-Claude Passeron, on connaît un petit peu, Emmanuel Pedler, Paul Veil et Yves Jeanneret, qui a écrit le préface. La préface qui a écrit une introduction. Une préface. Une préface. De ce petit livre, qui donc, comme je te le disais, n'est pas un livre, parce qu'en fait, c'est des publications dans des journaux entre 99 et 2009, donc pendant assez longtemps. Et c'est un recueil voilà, de toutes ces publications qui étaient publiées, je crois, dans l'IB, et puis il y en avait un autre. Et donc, le livre... non pas dans IB, le site de vente en ligne. Oui, attention, Libération, pardon, c'est vrai que... Ça m'aide tout de suite. Les articles publiés sur IB. Donc le livre a été publié en 2011 et il commence par une introduction qui s'appelle « De l'observation des publics partant de festivals » et on nous explique un petit peu quel est le but de ce recueil. En fait, on découvre après, ou pendant, j'ai peut-être pas compris pendant la lecture de l'introduction, qu'il s'agit de portraits. Il y a vraiment 26 portraits types, enfin types. C'est à la fois type et à la fois c'est des gens un peu... Enfin, ils font des choses un peu bizarres. Et c'est qu'est-ce qui se passe pendant un festival, en fait. Que font les festivaliers et festivalières? Ouais. Et donc, dans l'introduction, on nous dit que justement, le livre parle de ça, que témoigner de sa carrière de spectateur, c'est pas forcément évident à la base quand on... Parce que généralement, quand on parle de pratique de spectateur, c'est via des questionnaires. Et sauf qu'il y a des gens qui refusent de faire ça, soit parce qu'ils considèrent que c'est pas des spectateurs ou qu'ils sont pas à même de parler parce que pas assez experts, soit parce que justement, non mais à quel moment vous choisissez de réduire ma pratique à un questionnaire finalement. Il y a d'un côté la légitimité de répondre à un questionnaire comme si on était légitime de parler comme tel. Parce qu'on ne se considère pas soi-même comme un connaisseur assez fin, et d'un autre côté, de réduire sa pratique alors qu'on peut sortir des cases, et je crois que c'est un petit peu le cas de ces portraits, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et en fait, on se pose un peu la question de quelle place prennent les spectateurs et les spectatrices par rapport à celle qui leur est désignée.
du coup, en termes de méthodologie, on parle de sociologie de l'observation participante, puisque les chercheurs que je vous ai cités, on va pas recommencer. Allez. Non. Vont choisir de foot. Emmanuel Etis Ils ont donc choisi d'observer les spectateurs et spectatrices du Festival de Cannes et d'Avignon. Et ensuite d'aller les interroger, de leur demander de parler s'ils voulaient ou pas de ce qui se passait pour eux pendant le festival, pour éviter d'avoir ce danger justement des gens qui veulent pas s'exposer comme quelqu'un qui connaît pas les codes ou voilà, par rapport à un expert. C'est vrai que quand tu as un chercheur en face de toi, tu n'as pas envie de dire trop de bêtises. Ouais, c'est clair. Voilà. Et on a tendance à parfois, moi, quand je suis dans une situation de stress comme ça, genre j'ai rien à me reprocher, mais parce que j'ai trop de pression, je vais dire n'importe quoi. Alors que de base, j'aurais dit quelque chose de convenable, quoi. Mais parce qu'on me regarde fort, on attend trop de ma réponse, je vais dire un truc. C'est un peu comme il y a un vigile dans un magasin, tu vois, qui te regarde passer la porte anti-vol, et t'es là en mode, je sais que j'ai rien volé, mais je peux pas m'empêcher de... Et du coup, t'imagines s'il y avait des gens qui étaient totalement névrosés, qui du coup se mettaient à voler des trucs exprès pour se faire... Ah mon dieu. Oh waouh. Dans le cadre des questionnaires, évidemment. Oui, du coup, étant donné qu'on n'arrête pas de s'éloigner de tout et qu'on n'est pas très organisé, je commence par parler du chapitre 3. D'accord. Chapitre 3 qui s'appelle... Parfait. Qui s'appelle La petite fabrique du sociogramme. Parce qu'en fait... Du quoi ? Sociogramme. Le sociogramme, attention, suite de mots intelligents, c'est une opération de mise en fiction qui tente de reconstituer le sens qu'un individu donne à un événement ou à une action. Donc, c'est-à-dire que c'est une fiction. Parce que là, par exemple, on nous parle de profil type, on leur donne des prénoms. C'est pas forcément les vrais prénoms des gens. Ça se trouve, on a tout modifié, leur genre, leur âge, leur apparence... on invente des personnages, mais ces personnages sont basés sur des vrais comportements qui ont été observés et qui ont eu lieu pendant un événement. Et en fait, on se demande pourquoi, on se demande quel sens ces individus mettent derrière un spectacle. D'accord. Ou un festival. Et donc, c'est des témoignages qui ont été recueillis dans les espaces publics de ces villes, ou est-ce que c'est plutôt dans les salles de spectacle, vraiment à la sortie Je sais pas vraiment comment ils ont procédé, c'est pas précisé. D'accord. Mais je pense que vraiment ils ont observé les gens pendant les spectacles, pendant les projections de films, ou alors à des moments un peu clés, parce que Cannes, il n'y a pas que la projection de films, il y a la montée des marches, tout ça. Donc il y a vraiment plusieurs moments un peu clés auxquels ils sont allés voir les spectateurs, vraiment voir dans le sens de regarder. Et ensuite, ils sont allés les voir pour leur parler, pour leur demander... C'est à la fois entrepôt et entretien, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire un sémiogramme de cette façon-là ? C'est parce qu'en fait, on ne sait jamais vraiment ce que représente... qu'est-ce qui représente quoi pour les gens. Et là, par exemple, pour commencer sur le premier portrait, donc j'arrive sur le chapitre 1 qui concerne le Festival d'Avignon. C'est le portrait d'un couple qui s'est rencontré au festival. Et en fait, pour eux, le Festival d'Avignon, c'est vraiment la rencontre amoureuse sur laquelle ils tombent en accord. Et sauf que petit à petit, ils sont plus tout à fait d'accord sur les pièces qu'ils regardent au fur et à mesure des années, parce que du coup, c'est un petit rituel entre eux. Et ils divorcent. D'accord. Au festival, ils signent les papiers au festival ? Ben, peut-être, ouais. En tout cas, ils ont vraiment lié le festival à leur relation amoureuse. Et c'est rigolo parce qu'une fois qu'ils ont divorcé, ils se retrouvent par hasard l'année suivante pour voir la même pièce qu'ils adorent. Enfin, voilà. Okay. Donc il y a des petits jeux comme ça. C'est vraiment... qu'est-ce que... est-ce qu'il y a un générique au Festival d'Avignon ? Ah, pardon. Je suis un peu trop premier degré. Désolée pour ce petit bruit. Oui, désolée.
On ne sait pas ce qui se passe. Bon, pour enchaîner, on a un deuxième portrait qui est lui aussi plutôt atypique, qui s'appelle le fétichiste, tout simplement. Et en fait, c'est quelqu'un qui garde trace de tout ce qui se passe au festival. Sa place, les programmes, les affiches. Et là, on nous raconte même qu'il va fabriquer des toutes petites caméras. Donc, c'est édité en 2011, hein, donc ça commençait les GoPro, etc. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui s'embête pour fabriquer des toutes petites caméras, pour filmer les spectacles sans être vu, et obtenir quelque chose que les autres ne peuvent pas avoir, en fait. Et surtout qu'à Avignon, il y a en plus ce côté, en tout cas pour le IN, où on assiste à des spectacles qui n'ont jamais été vus avant, c'est des premières créations et tout machin. Donc là, tu obtiens un résultat filmé d'un truc qui ne doit pas l'être, qui n'a jamais été vu par personne, ou qui sera vu ensuite, mais... Et il y a vraiment ce truc de dire, je suis allée au festival, regardez, j'ai tout, quoi. Et ouais, un peu fétichiste, parce que ça devient un peu une névrose, quoi. J'ai l'impression que c'est très... Voilà. Si on passe au troisième portrait, c'est une jeune femme qui s'amuse, enfin une femme, qui s'amuse à retracer les itinéraires des artistes connus qui l'intéressent, qui viennent au festival. Et en fait, c'est assez flippant, c'est-à-dire qu'il y a une description de son appartement. Et dans cet appartement, il y a vraiment des cartes d'Avignon avec les tracés, parce que vous avez, en fait, quand on s'installe à un endroit, on fait très souvent les mêmes trajets et on va très souvent aux mêmes endroits, etc. Donc elle s'est amusée à retracer ça avec à quelle heure l'artiste est à tel endroit, etc. Pour jusqu'à aller croiser par hasard un artiste. Et par exemple, là, il disait dans le livre qu'elle avait réussi à avoir un café avec je ne sais plus quel comédien, parce qu'elle avait pu aller dans le bar tabac dans lequel il avait l'habitude d'aller pour acheter le dernier exemplaire du catalogue qu'il avait pour habitude de prendre. Et comme il était juste derrière elle dans la queue, et qu'il était en mode « Oh non, c'est le dernier, comment je vais faire ?» Elle lui a dit « Écoutez, offrez-moi un café et je vous le donne. » Voilà. C'est un peu flippant. Mais bon. Voilà. Hein. Pourquoi pas. On n'est pas là pour juger, en fait. Voilà, c'est ça. On est là pour restituer des faits sociologiques. Voilà. Et en termes de faits sociologiques, le portrait suivant, c'est quelqu'un qui se masse les pieds pendant tout un spectacle. D'accord. Et qui ne regarde pas le spectacle. Donc on peut supposer que c'est par exemple quelqu'un qui a marché beaucoup toute la journée. Mais en tout cas, il n'en a rien à faire du festival. Il a une activité complètement parallèle. Il se masse les pieds. D'accord. Et en fait, les gens ne le voient pas faire. Voilà. En parlant du fait des gens qui ne le voient pas faire, en fait, c'est assez rigolo parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans une salle de spectacle. Et du coup, par exemple, il y a des gens qui s'en vont pendant un spectacle. Et c'est pas forcément des gens qui n'ont pas aimé, en fait. C'est par exemple des gens qui sont là très à l'heure, très en avance, etc. Mais ils viennent pas d'Avignon et ils n'ont pas pu avoir de logement parce que c'est la galère. Du coup, ils ont un train à prendre et ils partent plus tôt. Et en fait, il y a vraiment un comportement très très discret. De vraiment, on fait en sorte de... Même quand t'as pas aimé, en fait. C'est très rare d'être très bruyant et de te montrer parce que tu n'aimes pas en sortant du spectacle, alors que le spectacle a toujours lieu, évidemment. Il y a de la politesse. Ouais, voilà. Et en parallèle, il y a des gens qui ont dormi pendant la pièce et qui applaudissent, mais comme si c'était... comme... Enfin, ils ont jamais applaudi aussi fort, quoi. Ouais. Ils ont bien dormi. Ouais, c'est ça, ils ont bien dormi, c'est un bon moment. Par rapport à ce comportement d'arnaqueur, un petit peu, il y a un autre portrait qui s'appelle le régime de l'arnaqueuse. Et en fait, c'est même chose, une dame qui fait croire à tout le monde qu'elle va voir les meilleurs spectacles. Et pourquoi elle sait que c'est les meilleurs spectacles du Festival d'Avignon? Parce qu'elle travaille dans la culture et que c'est une vieille dame qui a de l'expérience, etc. Elle sait exactement quel spectacle elle doit aller voir, lesquels il ne faut pas aller. Elle est extrêmement méprisante envers les personnes qui ne voient pas les pièces ou qui les voient trop tard. Mais en fait, quand quelqu'un on de sympathique. Ouais, quelqu'un de sympa. On a dit qu'on jugeait pas, la limite. Pardon. Mais quand on recoupe, parce que évidemment elle se vante de tout son programme, à quelle heure elle va aller voir telle pièce, et en fait on la voit pas.
on la voit pas au spectacle. Elle sait juste très très bien parler des pièces. Alors je ne sais pas comment elle se les approprie. Elle lit les conférences de presse. Les conférences, ouais. Elle est très très au courant. Maline, mais beaucoup de temps à perdre quand même. Bah ouais. Elle ferait peut-être mieux d'aller voir le spectacle plutôt que de se renseigner pendant une heure. C'est ça. Mais au moins, elle reste dans son bain. Oui, voilà. Ok, sympa. Ensuite, on enchaîne sur un profil qui a un peu rien à voir, qui parle de handicap culturel. Et en fait, c'est des personnes qui sont très habituées d'aller au Festival d'Avignon. Donc, c'est pas un handicap culturel comme on a l'habitude de le voir, comme quelque chose qui n'est pas atteignable ou justement on ne se sent pas d'aller. Mais c'est des personnes qui ont pris du poids au fur et à mesure des années. Et elles ont tellement pris de poids, malheureusement, qu'un siège ne leur suffit plus. Et c'est très compliqué pour elles de réserver 3 sièges côte à côte, parce qu'au Festival d'Avignon, ça se fait un petit peu comme ça, ou en tout cas, pour le off. Il y a les accoudoirs, surtout. Il y a les accoudoirs. Et du coup, elles parlent de prendre 3 sièges pour 2, mais c'est pas facile d'avoir 3 sièges, les gens comprennent pas pourquoi il faut absolument qu'ils soient à côté. Et du coup, en fait, il y a un côté hyper normalisant. Et vraiment, du coup, pour le coup, le regard des autres rentre vachement en compte. Et donc, ça les pousse à ne plus participer au festival. Un peu triste. Oui, le rejet. Ouais, c'est ça. Parmi ceux qui ne viennent pas, on a Lantitou. Lantitou. Qui est un monsieur protestant. Lantatou. Protestant religieux. Et non pas juste qui proteste. Ils sont un peu loufoques quand même. Ils sont tous assez loufoques. Mais en fait, c'est pour ça que c'est très chouette à lire et je vous incite à lire en fait. Parce que c'est vraiment des portraits type de caricature limite. Et on pourrait ouvrir le livre et simplement lire un petit portrait parce que ça fait même pas 2 pages. Et refermer et voilà. Et c'est sympa. Lantitou, lui, en fait, il blâme le festival parce que il trouve que c'est pas assez bien. Okay. Il trouve que c'est pas assez bien, mais en fait, il dit qu'il trouve que c'est pas assez bien, alors que lui, il y connaît rien. Il a pas envie de montrer que c'est pas un expert. D'accord. Et du coup, plutôt que se confronter au fait que c'est pas un expert et aller voir des pièces et dire qu'il a rien compris, il va plutôt dire c'est nul. Ça ne m'intéresse pas. Ok, ouais. Du coup, il ne fait pas partie du festival. Enfin, il fait partie du festival, mais il ne vient pas. Il ferait bien de ne pas en parler. Mais bon, on n'est pas là pour juger, encore une fois. Hein, chacun chez soi et Dieu pour tous. Bon, peut-être. Oui. Je dis ça parce qu'il est protestant. Après, on a la Basic Instinct. Excusez mon accent anglais. Qui, elle, est un moulin à paroles. Et qu'on cherche évidemment à éviter, puisqu'elle parle beaucoup. Et en fait, elle se rend pas compte que c'est une spectatrice parmi tant d'autres. Et que c'est pas parce qu'elle a adoré une pièce et qu'elle a vu les acteurs ou les comédiens et comédiennes sur scène que eux ne l'ont pas vue. Du coup, elle est convaincue que les gens la connaissent parce qu'elle les connaît. Et c'est extrême, c'est vraiment poussé à l'extrême. Ça parle d'un exemple. Elle a croisé Olivier Py dans la rue, elle a discuté avec lui, elle a plaisanté. Et du coup, elle s'est dit qu'elle pouvait se marier avec lui. D'accord, parce qu'ils ont bien rigolé et qu'elle adore ses pièces. Du coup, pourquoi pas quoi. Bah oui, non, mais l'espoir fait. Ouais, c'est ça. Après, on a encore quelqu'un qui vient pas au festival, ou en tout cas pas souvent. Et c'est encore un espèce d'expert. Alors pour lui, c'est effectivement un expert du théâtre, mais et il a un avis sur tout, hein, mais c'est pas un habitué du festival. D'accord. Donc c'est ce côté un peu étonnant de, en fait, tu te dis non mais attends, comment ça tu vas pas au festival d'Avignon, c'est quand même l'endroit, c'est the place to be, c'est vraiment là où il faut être. Et c'est vraiment ton secteur, qu'est-ce que tu fais quand tu n'y vas pas? Et il n'y va pas. Et donc, qu'est-ce qu'il en dit? Eh ben, il est assez critique quand il y va, parce que justement, il a tout ce qu'il faut pour décoder et il a toujours des tas de choses à dire, mais il n'y va pas. Mais est-ce que c'est du mépris ou pas? Non, c'est vraiment juste... Ouais, il n'y va pas, c'est pas... Ok, non, mais c'est bien. Ouais, c'est ça.
Parmi les personnes dont c'est aussi un peu étonnant comme profil, on a le chapitre qui s'appelle On est tous des Mickey. Et en fait, c'est un acteur ou un comédien du Festival Off d'Avignon qui dénonce la Disneylandisation. Wow. Ça c'est si tu nous entends. Du Festival d'Avignon. Parce que, en fait, pour lui, c'est vraiment un peu un côté le capitalisme, quoi. Tu l'as déjà fait, toi, le Festival d'Avignon? Oui. Est-ce que tu as eu cette impression un petit peu? Oui, totalement. Mais moi, en même temps, je suis très sensible à la foule. Et justement, Disneyland, c'est vraiment pas un lieu que j'apprécie. Donc, je suis pas la personne plus neutre pour en parler. Mais je crois que je suis un petit peu... un peu de son avis. Un petit peu de son type, ouais. Non, mais carrément, en fait, il y a vraiment ce côté... surplus de beaucoup de choses, une hyper consommation de spectacles, de trucs. Donc, Du coup, tu dirais ça aussi pour le Festival Off? Oui. Oui, puisqu'en fait, le off il est encore plus visible que le in. Donc, tu as vraiment cet effet de pub, en fait, quasiment comment on appelle ça, des mascottes qui se baladent dans les rues et tout. En fait, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, les mascottes acteurs, pas en mascotte. Ouais, bien sûr. Mais il y a vraiment ce truc d'aller rencontrer, de prendre des photos, donc ça fait vraiment ça. Ok. Ouais, donc c'est un peu aussi paradoxal, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui vient au Festival d'Avignon pour le critiquer parce qu'il donne... fait partie. Oui, c'est ça. S'il vient au Festival d'Avignon, c'est qu'il veut profiter un peu des bénéfices que ça rapporte. Pas un rassemblement anticapitaliste. Peut-être dans ses commencements, mais aujourd'hui, c'est un parti totalement intégré au ICC. Complètement. Industrie culturelle. Pour terminer sur le Festival d'Avignon, il nous reste deux profils types. Alors, l'avant-dernier n'est pas vraiment un profil type. En fait, c'est une espèce de liste des objets trouvés. Et c'est qu'est-ce qu'on considère comme objet trouvé ou pas. Parce que c'est un peu la dimension sociale, genre quel objet on va pas aller oser réclamer, tu vois. D'accord. Et il y a des gens qui oublient genre un mouchoir. Donc, est-ce que c'est vraiment un oubli ou c'est plutôt que tu as la flemme de trouver une poubelle? Des étuis à lunettes, donc là ça peut être un peu embêtant. Mais, ou alors des coussins, même chose. Est-ce que ça tu l'as oublié? Parce que tu vois, si tu finis le Festival d'Avignon, les sièges sont pas forcément confortables et tout, est-ce que tu laisses ton coussin là pour d'autres? Ou est-ce que vraiment tu l'as oublié? Enfin, quelle est la valeur accordée à l'objet perdu? Voilà. Okay. Donc c'était tout un chapitre, ça fait même pas 2 pages. À Avignon, il doit y avoir un hangar rempli de choses. C'est fou. J'espère qu'à un moment donné, ils les donnent à des associations si c'est en bonne forme ou qu'ils en font quelque chose, quoi, parce qu'on peut pas garder tout ça. Sinon, c'est un artiste plasticien qui va créer une œuvre conceptuelle avec et qui va l'exposer sur la place des Palais des Papes. Ah, trop bien, incroyable. Ce serait exceptionnel. Ce sera moi. Bah, garde bien l'idée quand même. Voilà. Parce merde, je vais en dire au public. Aïe. Et comme dernier profil type du Festival d'Avignon, enfin profil type ou atypique, il y a le théoricien qui s'amuse à faire croire tout un tas de théories extrêmement farfelues qui se basent sur le plus c'est gros, plus ça passe. Et en fait, il a toujours des exemples et en fait, c'est pour ça qu'on pense que c'est vrai, quoi. Et c'est un monsieur, en fait, qui travaille dans une mairie, ou enfin, je sais plus, quoi, donc il a un certain poste. Une légitimité. Voilà. Et quand il vient au Festival d'Avignon, il va discuter avec ses collègues ou amis. Il va dire, mais oui, mais la mairie de Cavaillon, c'est comme ça qu'elle tient depuis 20 ans. Et les gens sont là, quoi? Mais c'est improbable ce que tu dis, mais t'es sûr et tout. Et en fait, ça passe. Et lui, il est trop content parce qu'il a raconté des trucs énormes et les gens y croient. Et ça l'amuse. Pourquoi pas? Voilà. D'accord. C'est sur ce fameux personnage qu'on s'arrête à propos du Festival d'Avignon. Et maintenant, on parle du Festival de Cannes. Et c'est vraiment sur la façon dont la ville se transforme avec le festival et comment personnellement l'interprétation personnelle d'un film transforme le film
où l'interprétation personnelle du festival transforme la ville. D'accord, ok. C'est aussi un peu comme ça avec Avignon. Je pense que pour les deux villes, c'est le cas où t'as plus l'impression de reconnaître le lieu où t'habites quand le festival arrive. Et du coup, par exemple, le premier profil, c'est Gary de Cannes, qui nous est... Ils ont des prénoms, ils sont nommés, c'est fou. Génial. C'est beaucoup plus pratique. Hein. On dirait les personnages. Oui, c'est... Il faudrait limite des petits dessins, des petits profils. Mais franchement, il n'y en a pas dans le livre. Ça manque. Alors que c'est publié dans un journal, donc ça se trouve, il y en a eu. Ouais, je ne sais pas. Mais bon, c'est peut-être trop, ça laisse pas assez de place à nous. Ouais, peut-être. Parce que Gary, moi j'imagine dans Bob l'éponge, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a des prénoms trop connotés. Ouais. Bref. Bon, là je crois pas que ce soit le Gary de Bob l'éponge, parce que c'est un Gary qui a toujours vécu à Cannes. Peut-être que Gary habite à Cannes maintenant. Ouais, mais il a toujours vécu à Cannes. Il est vraiment né à Cannes, il a grandi là-bas. Il est menuisier. D'accord. Et en fait, il essaye d'encourager ses enfants à s'intégrer au Festival de Cannes. Parce que lui n'a pas réussi. C'est vrai qu'en tant que menuisier, c'est pas évident. Mais attends. Il fait pas des cannes en bois. Non. non, il est vraiment... c'est pas grave. Du coup, en fait, il a trouvé un moyen de s'intégrer au festival parce que son fils est devenu photographe pour le Festival de Cannes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a réparé un morceau du palais de Cannes, parce qu'il n'y a pas que le palais des papes où se passe le festival, il y a aussi le palais à Cannes, pour le Festival de Cannes. Et il a réparé un linteau, qui est donc une pièce de bois qui est au-dessus des portes pour soutenir le mur, où il a mis une petite pièce de fer ou quelque chose où il y a sa signature en fait. Et ce fameux linteau se retrouve sur toutes les photos du Festival de Cannes, parce que du coup c'est son fils qui prend les photos. Et, il a trouvé le moyen. Ouais, il a trouvé le moyen. Il le montre à ses potes quand ils viennent boire l'apéro. Et regardez, c'est moi qui ai fait le linteau, les signatures. Non mais tu sais que mon père est dessinateur de charpente et des fois quand on passe dans des régions, il est en mode tu vois là, la maison là-bas, c'est moi qui l'ai dessinée. Et il y a vraiment ce truc là, tu vois. Donc je pense que c'est pareil. C'est rigolo. Mais il y a ce côté un peu, je pense, en fait, le festival prend la ville et la ville ne m'appartient plus, donc c'est à moi de me réapproprier le festival. Voilà. Ensuite, on parle de Jacques. Jacques qui s'intéresse à des lectures extrêmement spécifiques. Pourquoi ? Parce qu'il lit des graphiques qui sont écrits dans les toilettes. D'accord. Tu sais, les gens ont toujours plein de choses à dire quand ils sont aux toilettes, il y a toujours des tas de trucs dessus. Bien sûr, des choses très, très philosophiques. Ouais, voilà. Et lui, en fait, il cherche à lire... il pense que ces gens qui écrivent sur les toilettes sont à la recherche de supports et de lecteurs et lectrices. Et donc, il lit ça. Non, mais c'est intéressant. En fait, il devrait s'associer avec le photographe d'avant. Comme ça, il ferait un travail à deux. Et il pourrait genre publier un livre sur les graffitis. C'est vrai. Un peu graphique. Ouais, j'avoue. Mais figure-toi qu'il mène quand même son enquête tout seul. Parce qu'il y a un jour un tag ou un graffiti qui l'a particulièrement marqué et qui était signé. Et il a trouvé un livre, alors des années plus tard, qui était signé aux mêmes initiales. Avec la même il s'est dit, citation. Ouais. Incroyable. C'est ça. Donc, mais est-ce que la citation sur les toilettes, elle venait pas de ce livre ? Non, parce que le truc a été publié après. Ah, d'accord. Donc, croyez en vos rêves. Si vous écrivez sur les portes des toilettes. Après, si c'est juste je t'aime Claire. Non, c'était. Alors, j'ai oublié la citation, mais j'ai plus le livre sur moi, mais c'était une jolie citation. Ok. Alors, toujours en portrait improbable. Cannes, c'est vraiment improbable. Hein. Enfin, genre, autant Avignon, je trouvais que ça allait et on pouvait retrouver un peu des choses. Les pieds, quand même. Mais bon, on a tous enlevé nos chaussures au cinéma un jour. Oui, au cinéma, oui. Mais peut-être pas au IN d'Avignon. Il y a un truc moins. Comment chez oui, toi, ouais. Enfin, je crois. Ouais, je crois aussi. Là, le portrait, c'est un portrait de 3 sœurs qui se font offrir des places parce qu'elles sont très jolies, très charmeuses et tout. Elles se font offrir des places, pas par n'importe qui, parce que justement, elles veulent rentrer dans les soirées privées du Festival de Cannes. Pourquoi est-ce qu'elles veulent absolument rentrer dans ces soirées ? C'est pas pour être aux soirées, c'est parce qu'elles veulent récupérer des empreintes d'acteurs et d'actrices
C'est un peu comme, tu sais, à Hollywood, il y a ce fameux boulevard où il y a les marques, les traces des mains de certains acteurs et actrices. Et ben il y a ça aussi à Cannes. Et elles veulent les voler et elles les remplacent par des faux. Et elles y arrivent. Tout à fait discret. En pleine journée, comme ça, à l'heure de l'apéro. En soirée. D'accord. Très facile. Leurs parents, en fait, travaillent dans le bâtiment. Et du coup, elles ont un truc. Ouais, eux aussi, il y a beaucoup de monde. Hein. C'est dingue, hein. Elles ont, je ne sais pas quel matériau qui permet de décoller le béton très facilement. D'accord. Voilà. C'est original comme pratique. Alors, en termes de pratique originale, tu n'es pas au bout de tes surprises, car je vais te parler de Damien, qui a relié le téléphone au cinéma. Ah, c'est les jamblistes. Damien, non. Les jamblistes. La vie est un petit peu au courant. Il faut savoir qu'on a déjà enregistré cet épisode. Du coup, moi, j'ai un peu été spoilée sur les personnages et celui-là. Lui, et le dernier, restez jusqu'à la fin, parce que le dernier, il est le meilleur. Damien, justement, alors, pourquoi les jamblistes ? En fait, Damien, il est un petit peu vieux. Du coup, il a vécu à l'époque de l'horloge parlante. Et à cette époque, en fait, on appelait un numéro pour avoir l'heure. Et donc, c'était une dame au téléphone qui donnait l'heure tout le temps. Et en fait, cette dame... Et elle répondait vraiment à tous les gens ? Ou c'était automatique ? Je pense que c'était une ligne ouverte où des tas de gens pouvaient appeler et tu pouvais pas forcément lui parler, tu vois. T'avais juste un peu comme une émission de radio en continu. Où elle dit l'heure, je sais pas, toutes les minutes. C'est l'horloge parlante, enfin, peut-être pas toutes les minutes, toutes les 5 minutes. Je sais pas. Je me rends pas compte de l'utilité de ce numéro. T'imagines, tu dis 13h18. 13h19. 13h18. 13h18. 13h19. Non mais ouais. Mais bon, cette dame a alimenté l'imaginaire de Damien parce que il l'a imaginé avec les jambes lisses, parce qu'à cette époque il était enfant et il explique que son seul rapport aux femmes, comme tous les petits garçons, enfin un peu une généralité, je suis pas sûre que ce soit vrai, mais comme tout petit garçon, son rapport aux femmes se limitait aux jambes, puisqu'il était trop petit pour attendre quoi que ce soit d'autre, et que du coup il pense que les femmes s'épilent. Oui, c'est très gênant. Ça met vraiment mal à l'aise. Il pense que les femmes s'épilent parce que justement elles ont ce contact avec les petits garçons. Et qu'il faut qu'elles aient les jambes lisses et douces, sans poils. D'accord. Et il relie ça quelque part au cinéma. Parce que c'est des imaginaires qui se rejoignent. Parce que justement il y a ce côté des actrices de cinéma. Tu sais, ah oui, d'accord. Typiquement j'ai vu Lost Highway vendredi soir au cinéma. La meuf en pyjama, en peignoir avec des talons, tu vois. Très bien coiffée, très bien maquillée. Normal. Qui ne va pas se coucher avec des escarpins, je veux dire. Bah là, moi, j'oublie de les enlever quand je dors. Le matin, je me réveille, j'ai les pieds enflés. C'est horrible. Mais elle n'a pas les pieds enflés. Hein. Vraiment, elle est. Mais est-ce qu'elle dort avec ses escarpins ? Peut-être. En tout cas, elle va chercher le journal au pas de la porte. En escarpin. Je vais y penser. Si je me tolle pas dans mes 3 étages. Ouais. J'ai l'exercice. Du coup, il a relié tout ça. Enfin, bon, bref, c'est assez rigolo. On a ensuite un cas un peu triste, beaucoup moins malaisant pour le coup. Moi, j'ai un peu d'empathie pour lui. C'est un monsieur qui est VIP et qui se fait refuser l'entrée au tapis rouge parce que VIP ? Ouais, VIP. Ah, VIP, je croyais que c'était une VIP, genre un oiseau. Ah non. Une VIP. C'est une VIP qui se rend au festival de Cannes. Cuit. Parce que c'est vrai que le festival de Cannes, il est très brillant. Oui. Ça attire. Non, c'est... Paul. C'est un véritable homme qui est invité spécial et qui se fait recaler parce qu'il a des chaussures marron. Ah. Et qu'il faut des chaussures noires pour marcher au festival de Cannes. Et en fait, c'est encore plus triste que ça parce qu'il y a une femme qui, du coup, lui arrache son ticket des mains et qui arrive à passer sur le tapis rouge. Voilà. D'accord. Triste vie. Alors, en parlant de triste vie, il y a même carrément une femme dans le chapitre suivant qui ne va pas au cinéma et au festival de Cannes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a vu Les Dents de la Mer au festival de Cannes. Ça l'a traumatisée. Ça lui a vraiment fait très peur. Du coup, elle ne supporte plus la mer alors qu'elle habite à Cannes, ce qui est très triste. Ah merde. Ses amis l'appellent Poupette parce que Poupette, c'est le chien au tout début des Dents de la Mer
qui va chercher une balle qu'un enfant lui jette dans l'eau et qui ne revient jamais. C'est la première victime du monstre des Dents de la Mer. Et elle ne va pas non plus au Festival de Cannes parce qu'elle a peur d'avoir peur en face d'un film. Et du coup, comme elle a déjà peur de la mer, elle ne peut pas avoir peur des montagnes. Elle croit que c'est un festival d'horreur en fait, Cannes. C'est ça. La pauvre. Mais elle n'a pas des potes pour lui dire, Catherine. Bah non, figure-toi que ses potes l'appellent Poupette. Ah oui, trouve ça plutôt drôle. Pas très cool les potes à Poupette. Ouais. Bah, super Lali. Appelle-la autrement. Bon, après, encore une fois, mais c'est que des instants un peu manqués. Pour le chapitre suivant, c'est... C'est deux femmes qui sont dans un café et qui en fait attendent le passage des stars, un peu comme celles qui faisaient, alors elles sont beaucoup moins organisées, celles qui faisaient les cartes là, au Festival d'Avignon. Elles attendent le passage de stars pour pouvoir les prendre en photo. Et à un moment donné, justement, il y a la star qu'elles attendent et elles se ruent vers elles, les prennent en photo et tout. Elles prennent évidemment des photos floues parce qu'elles sont tellement excitées par le truc que voilà, elles peuvent pas prendre quelque chose de net. Et en fait, il s'avère qu'elles ont photographié une inconnue. C'était juste une femme entourée de personnes en costard cravate. Et c'était pas du tout une star entourée de ses agents. Voilà. Donc, ok. Ensuite, petite histoire rigolote. On a un homme politique qui est maire de sa ville, qui met absolument toute sa carrière politique entre parenthèses pour assister au Festival de Cannes. Parce qu'il adore le Festival de Cannes. Donc quoi qu'il arrive, au mois de juillet, il n'est pas là, il est au Festival de Cannes. Et il est tellement pas là que ses collègues l'inscrivent sur les listes électorales pour être député. Et il se fait élire. Mais ils ont tous des super potes, dis donc. Ça, c'est des vrais copains. Voilà, du coup, il devient député. D'accord. Et on va faire une blague de journal. Bon, après, il a été élu par d'autres et tout, bah donc oui, ça a pris des proportions immenses. Un peu sa personne. Je vois même pas comment tu peux créer un dossier pour quelqu'un d'autre. Genre, ouais, c'est quand même fou. Hein. Mais bon, okay. C'est fait. Oui, pourquoi pas. On repart sur un profil un peu gênant. C'est un monsieur qui adore les films d'action et qui, pour lui, la magie du cinéma, c'est pas du tout c'est pas du tout tout ce qu'on dit d'habitude de nous faire croire un nouvel imaginaire, de nous montrer des choses à voir qui n'existent pas, etc. C'est vraiment, tu sais, genre les James Bond. Ouais. James Bond, il est toujours dans une course-poursuite. Après, il y a des méchants qui lui courent après, tu vois. Ouais. Et hop, il court. Et il monte dans une voiture parce qu'il faut qu'il se cache. Et dans cette voiture... Et la voiture est ouverte. La voiture est ouverte. La voiture n'est pas seulement ouverte, la voiture a une passagère qui évidemment qui est très jolie, très bien maquillée et qui va embrasser avec passion James Bond, qui est complètement suant et essoufflé. C'est terrible quand même. Pourquoi on a cette place dans la société? C'est horrible. What the fuck? Enfin, je veux pas dire que je veux pas forcément être James Bond, déjà courir après les méchants, mais être celle qui attend le mec qui court après. Elle faisait quoi un quart d'heure avant? Genre, est-ce qu'elle était déjà dans la voiture? Est-ce qu'elle revenait de faire ses courses? Et c'est ça que Lidl dans le coffre, on ne sait pas. Mais c'est ça la magie du cinéma en fait. C'est qu'il y a eu des meufs à disposition. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Elles sont forcément jolies et elles sont forcément d'accord pour t'embrasser alors que tu es suant et essoufflé. Et en fait, c'est terrible parce que du coup, ça impacte aussi son rapport aux femmes. Donc, lui, il essaie toujours d'embrasser des meufs depuis petit. J'espère qu'il s'est calmé entre temps. Oui, il vaut mieux, hein, pour lui et pour elle. Oui, pour elle avec un S. Exactement. Ouais. Bon, passons. L'instant tragique. Voilà. On a ensuite Sylvie et sa tante qui vont ensemble au Festival de Cannes. Sylvie et sa tante. Moi, je trouve que Sylvie, c'est déjà un nom de tante. Alors, ça me fait vraiment deux tatas dans la tête, là. C'est terrible. Eh ben, figure-toi que Sylvie est en fait étudiante comme infirmière. Non. Donc... non, c'est faux. Je suis désolée. Et en fait, il y a un jour où elle est allée au Festival de Cannes et il y a quelqu'un qui a fait un malaise au pied des escaliers, au bas du tapis rouge. Et donc, quelqu'un a demandé « Y a-t-il un médecin dans l'assistance ?»
Et elle s'est précipitée en disant « Je suis désolée, je suis infirmière, mais ça ira. » Et elle en s'est fait, fait non. En fait, c'est cet élan-là où elle s'est dit « Putain, mais à Cannes, voilà, s'il y a quelqu'un qui tombe dans les escaliers, je peux pas dire « Je suis désolée, je suis infirmière. » Il faut que je dise « Je suis médecin. » Donc, elle a pris des études de médecine. Wow. Sinon, elle aurait pu prendre des cours de théâtre et du coup, elle aurait été moins complexée à mentir et à dire je suis médecin alors qu'elle était infirmière. Oui, c'est ça. Puis bon, non, infirmière, c'est déjà très bien. Voilà, pour sauver quelqu'un qui s'est tordu la cheville. Oui, ça suffit. Mais bon, du coup, elle devient médecin et maintenant sa tante l'attend au Festival de Cannes. Elle lui garde toujours une place parce que elle va toujours au Festival de Cannes, mais elle a beaucoup moins de temps vu qu'elle est prise par ses études de médecine. Donc sa tante lui garde des places et elle peut arriver comme ça à la dernière minute. Du coup, pas du tout sauver des gens en bas du tapis rouge. Mais... Et celle qui court dans les escaliers et qui tombe et qui du coup a besoin d'un médecin. Peut-être. Voilà. Dommage. Et c'est triste, encore une fois. Encore un profil triste qui s'appelle Arrêtez. La solitude du collectionneur. Je suis désolée. Oui, en plus, tous les... Voilà, je vous le dis d'avance, c'est tout un peu triste, mais bon. Ok. On se prépare psychologiquement. La solitude du collectionneur, c'est donc le portrait d'un collectionneur, je vais y arriver, qui collectionne tout du Festival de Cannes, un petit peu comme l'autre pour le Festival d'Avignon. Et il y met en fait une certaine cérémonie. Enfin, en fait, c'est vraiment limite religieux, tu vois. C'est genre le Festival de Cannes de cette année-là. Il a des boîtes. Ouais, il a vraiment ses collections. Il faut pas toucher. Il n'y a pas un poil de poussière. Ouais, voilà. Et évidemment, les chercheurs qui ont enquêté sur son cas ont essayé de savoir s'il faisait ça avec d'autres choses. Parce que c'est peut-être l'aspect cérémoniel qui lui plaît, ou le rapport avec les stars, etc. Et en fait, il fait vraiment ça que pour le Festival de Cannes. Donc voilà, très intéressant. On a aussi Colette, qui elle aussi se balade avec des vieilles invitations qui datent de 5 ans. Mais elle, c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Donc elle est quand même très précautionneuse avec cette vieille invitation. Mais en fait, c'est parce qu'elle essaye de se faire repérer par quelqu'un. Elle veut qu'on pense qu'elle est invitée comme personne importante du Festival de Cannes. Et les personnes qui ne connaissent pas vraiment le festival, ils te voient avec un badge qui soit daté ou non, ils s'en rendent pas compte. Donc du coup, il y a déjà ce côté où on la prend pour quelqu'un d'important. Et en plus, elle traîne au Festival de Cannes pour se faire repérer par on ne sait quel agent. Voilà. C'est encore un petit peu triste. Ouais, mais je vous ai prévenu. Ah ouais. Et le dernier est triste mais poétique. Et est-ce que ça... Non, mais moi je me pose une question pour Colette. Ouais. Est-ce que ça existe des gens qui se font repérer comme ça? Je ne crois pas. Parce que s'il y en avait... Peut-être. Je pense que c'est super rare. C'est fou ça quand même. Ouais. Mais non, mais ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, il faut faire partie du milieu. Sinon, on ne prend pas des amateurs comme ça juste parce qu'ils sont stylés. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça marche plus pour les mannequins. Ouais, voilà, c'est ça. Ils se font repérer dans la rue, tout ça. Et enfin, ça, c'est un truc qui se fait. Pour un acteur, ça se fait pas. Non, c'est pas. Enfin, à part si tu cherches des profils hyper spécifiques et que tu es dans une démarche, mais tu fais pas ça à Cannes. À Cannes, t'es pas là pour recruter des gens. Enfin, des gens dans la rue, ça. Bon, bref. Désolée Colette, mais il faut rationaliser. Là, je sens que tu es un peu perdue dans ta vie. Reviens à des choses simples. Je te propose par exemple de te mettre à la poterie. C'est une activité simple. Après, il y a toujours des tas d'étudiants qui cherchent à faire des courts-métrages, traînent autour des facs de cinéma. Oui, voilà. Et répondent à des petites annonces. Oui. Voilà. Facebook. Ouais. C'est bien. Carrément. Et le dernier, c'est Simone. Simone qui tient un carnet de rêves. Et ce carnet de rêves, il est découvert par son époux, qui s'appelle Jacques, il me semble. Ou Jean. Jean-Jacques. Ouais, il y a un truc avec un Jacques. J'ai déjà hésité quand on a enregistré pour la première fois, c'est pas grave. Et en fait, dans ce carnet de rêves, son époux... Ah, mais oui, c'est parce que c'était Jean Belmondo. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est Jean. Et son personnage, il s'appelait Jean-Jacques, je crois. Ou Jacques. Son personnage, il s'appelait Jacques. Et l'acteur, il s'appelle Jean. Ouais. En gros, elle relie toute sa vie avec celle de l'actrice qui s'appelle Michèle Morvan. Pourquoi ? Parce qu'il y a un jour, elle était donc en rendez-vous amoureux avec Jean, Jean-Jacques. pour aller voir le fameux film où il y a cette
fameuse réplique « T'as de beaux yeux, tu sais ». Mais c'est... Oh, je suis un peu nulle. Et en fait, elle a les mêmes yeux que Michel Morgan. Et donc, Jacques en a profité pendant cette séance de film pour la regarder et lui dire « T'as de beaux yeux, tu sais ». Ils se sont pécho comme ça. Et comme Jacques a le même prénom que l'acteur ou que le rôle dans le cinéma et qu'elle a les mêmes yeux que Michel Morgan, elle a relié toute sa vie. Mais il y a vraiment des coïncidences folles. Elles ont la même date de naissance, la même carte astrologique. Elles ont des tas de trucs comme ça vraiment en commun, très très précis. Et donc Jacques, pourquoi est-ce que en fait il découvre ce carnet? Parce que sa femme est décédée dans la nuit. Et donc il fouille un peu dans ses affaires parce qu'il fait un peu du tri, quoi. Et le jour du décès de sa femme, c'est le jour où Michel Morgan s'est fait sa première injection de Botox. Donc c'est comme si elle lui avait pris quelque chose. Bref. Et pardon, j'ai oublié une petite anecdote. Simone, comme Michel Morgan, elle était promise, d'après les étoiles et l'astrologie, à un avenir de paillettes et de dorures, de soie, etc. Et en fait, donc pour Michel Morgan, évidemment, c'est une star de cinéma. Et Simone, elle était couturière dans une grande maison de couture. Et donc c'est comme ça qu'elle reliait tout ça. Les paillettes. Très touchant. Mais donc une liaison mortelle finalement. Et voilà. C'est dommage. On arrive donc à la fin du chapitre 2 et comme je vous ai fait le chapitre 3 au début de l'épisode, la boucle on a est fini. Bouclée. Wow. Bah, c'était marrant en tout cas ces petits portraits. Ouais, honnêtement très chouette. Je sais pas si ça vaut le coup de relire le livre après avoir écouté l'épisode, mais en tout cas c'est rigolo à lire. Moi je me pose la question, mais pourquoi ils ont choisi ceux-là, tu vois. Je me dis en fait ils auraient pu en faire des milliers limite. Tu vois, il y a l'air d'y avoir tellement une pluralité alors que là il y a 24 portraits. Je me dis il y aurait moyen d'en faire plus, tu vois, ou de partir vraiment. Je pense que à un moment donné les financements s'arrêtent, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Il n'y a pas des gens qui dédient leur vie à moins des auteurs vraiment qui ont envie de faire ça. Mais oui, c'est vrai que. Mais en tout cas, voilà, c'est un exercice qui est assez marrant. Non, mais oui, c'était chouette à lire. Et puis, c'est ce côté justement où en fait, on est spectateur, mais. Enfin. Parce que j'imagine que tous les comédiens ou même n'importe quel organisateur de festival se dit ok, c'est ça qui va se passer. Et en fait, il se passe des tas d'autres choses autour de ton festival et pendant ton festival. Et c'est très difficile. Et du coup, c'est pour ça que c'est très intéressant à étudier. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer. Enfin, c'est fou, certaines activités. Les humains sont des êtres étonnants. Ouais. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup. Et on va vous dire quelque chose. Pour rester dans le thème un peu triste. Voilà. C'est la fin de Talus. C'est la fin de Talus. Voilà. Ça aurait été 4 épisodes de forte intensité. C'est ça. Le projet était lié avec les rencontres des ICC. Et c'est terminé, donc on n'a plus de temps. On laisse la main, mais nous existons toujours. Donc on a des petits projets dans nos valises. Voilà. N'hésitez pas à suivre l'actualité de Radio Campus. Oui. Parce que c'est Radio Campus Avignon, évidemment. Parce qu'il y a plein de Radio Campus. Vous pouvez suivre toutes les Radio Campus, mais surtout celles d'Avignon. Parce que c'est là où on sera. Voilà. Donc, et puis même pas nous, les collègues. Il se passe plein de trucs. Le mardi soir et le mercredi soir. Et peut-être le jeudi soir pour vous. Oui, il y aura du live, un maximum de live. Voilà. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de Radio Campus. Carrément. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci à Radio Campus. Et à très vite pour autre chose. Oui. Salut.